Comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue, nous allons commencer avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Cela fait déjà 3 jours en mars, 3 jours de ce mois, plus le 28 qui a été le jour où le conflit a commencé là-bas en Iran. Eh bien, ce qui attire l'attention en ce moment, ce sont les nouvelles attaques. Une vague qui ne s'arrête pas. Nous allons voir les réactions du monde. Aujourd'hui, les bourses sont vraiment en difficulté. Aujourd'hui, le pétrole a vraiment explosé par rapport à hier. Passons aux détails de ce qui se passe dans le monde, différentes réactions. Ce qui se passe aussi dans d'autres parties de la planète. Passons à l'information. Bonjour Info, merci de nous accompagner. Et c'est tout. Un petit service, je vous demande de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à cette communauté qui va plus loin et qui nous aide avec un super chat, avec une adhésion et bien évidemment un lien. Un remerciement parce que vous rendez cette chaîne possible. Passons donc à l'information, merci beaucoup et regardez, nous commençons avec cette image. On signale une vague cette fois-ci, une vague d'attaques à grande échelle contre l'infrastructure du régime iranien dans la capitale. À Téhéran, on observe de multiples bombardements à différents endroits. Les Iraniens commencent aussi à sortir de grosses armes. Nous allons en parler tout de suite. Des attaques sur Téhéran, sur l'Iran, selon ce que rapporte la FDI, les forces de défense d'Israël. Maintenant, d'un autre côté, il y a aussi une réaction des militaires d'Arabie Saoudite. Écoutons-les. En tant que Saoudiens, nous pouvons pardonner, mais nous n'oublions pas. Nous ne nous mettons pas en colère. Nous ne nous mettons pas en colère. Et si nous nous mettons en colère, nous faisons du mal. Et si nous nous mettons en colère, nous faisons du mal, dit l'avertissement. Depuis l'Arabie Saoudite, où il semble qu'il commence déjà à envisager une opération militaire. Mais en même temps, passons aux détails de la réaction, de ce qu'il a dit à propos de Netanyahou sur la question des armes de l'Iran. Et tout cela. Passons aux détails, écoutons ce que dit Netanyahou. Ils joueront avec Parashat, Shavua, Zahora, Shera, Salam-Alik. Et si ce régime de terreur possède des armes nucléaires, il menacera toute l'humanité. C'est pourquoi nous agissons pour éloigner ce danger, en premier lieu, de nous-mêmes, de nous. Mais nous agissons ici, avec les États-Unis, au nom et pour le bien de toute l'humanité. Je puise une immense force dans la résilience de nos citoyens, dans l'héroïsme de nos soldats et de nos commandants. Nous lisons dans la portion de la Torah de cette semaine. Te souviens-tu de ce qu'Amalek t'a fait? Nous nous souvenons et nous agissons. Merci pour cela. Un message qui donne. Du point de vue de Netanyahou lui-même, c'est lui qui a été le plus impliqué dans les opérations aujourd'hui. Même si nous allons aussi parler de ce qui se passe avec les États-Unis, quelles réactions et quels mouvements ils font. Mais pour commencer, je pense que l'un des points peut-être les plus intéressants est ce qui se passe avec l'agence atomique de l'ONU, l'AIEA. Allons dans le détail de ce que l'on sait. Il y a déjà des images satellites qui ont commencé à apparaître, et au-delà des images, ce qui attire l'attention, c'est que l'AIEA est déjà impliqué. Cet organisme, qui est précisément chargé des risques nucléaires, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dépend de l'ONU, a lancé une alerte internationale dans laquelle il confirme une attaque contre Natanz. Oui, parce que l'attaque contre Natanz est importante, car c'est là que se trouvent les installations nucléaires des Iraniens. L'un des sites, car il y en a plusieurs, mais nous parlons ici précisément de Natanz, dans la région d'Ispahan. Hier, il y avait une controverse pour savoir s'il y avait eu une attaque dans cette zone ou non. L'attaque n'avait pas pu être confirmée. Aujourd'hui, l'ONU confirme qu'il y a bien eu une attaque contre les installations. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé qu'il y a bien des dommages récents dans les installations nucléaires de Natanz, l'un des complexes les plus sensibles. Il s'agit du programme atomique iranien. Il faut rappeler que les Iraniens ne possèdent pas seulement ces 440 et quelques kilos d'uranium enrichi à 60%, mais qu'ils ont aussi environ 9000 kilos d'uranium enrichi à différents niveaux, ou à peu près 9 tonnes. Mais ce chiffre, tous ces nombres, ne concernent que la période de juin à aujourd'hui. C'est-à-dire depuis juin, ce sont ces chiffres, et il n'y a pas de nouveaux chiffres. C'est-à-dire que cet uranium a pu continuer à être enrichi pendant tous ces mois et atteindre des quantités bien plus importantes.
Donc évidemment, cela ne s'arrête pas là. Selon le rapport, les impacts touchent des bâtiments, l'accès à l'installation souterraine. Mais ils assurent qu'au moins pour le moment, aucune conséquence radiologique n'a été détectée. Autrement dit, jusqu'à présent, rien n'a été détecté. Et il est aussi important de le mentionner. Voyons, l'attaque est bien confirmée, mais il n'y en a pas pour le moment. Disons que les capteurs qui détectent la radioactivité dans l'environnement ne détectent pas de radioactivité. Autrement dit, il n'y a pas de fuite pour le moment jusqu'à présent. C'est ce que dit cet organisme. L'évaluation reposait sur des images satellites indiquant une surveillance du site encore limitée. Parmi les outils de ces satellites, ils peuvent également observer s'il y a un quelconque type de matériau radioactif en fuite. Donc il y a une certaine certitude qu'il n'y aurait pas de matériaux radioactifs dans l'air, disent-ils, aucune conséquence radiologique n'a été détectée. Jusqu'à présent. L'évaluation s'est basée sur des images, mais aussi sur des outils qui détectent ce type d'énergie. L'installation d'ailleurs avait déjà été attaquée et avait été très affectée. Vous vous souvenez de l'année dernière, en juin, l'attaque de la guerre avait eu lieu au bout de 12 jours. Eh bien, à ce moment-là, Isfahan a été attaqué, ou c'est l'un des endroits qui a été attaqué, et on suppose qu'il a été totalement détruit. Des doutes subsistaient, les renseignements américains manquant de preuves complètes. Et maintenant, l'ambassadeur iranien auprès de l'organisation a accusé Washington d'agir en pleine négociation diplomatique, ce qui attire l'attention. Bon, négociation et attaque, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est une situation vraiment grave maintenant, déjà le conflit. Jusqu'à présent, 800 personas. Sans vie, cela à l'intérieur de l'Iran, en plus des blessés. Évidemment, en incluant Ali Khamenei et de nombreuses dizaines de hauts commandants qui ont perdu la vie dans ce conflit. Alors, attention, l'impact stratégique est important. Le niveau des dégâts n'est pas encore clair. C'est la partie où, les services de renseignement auront à un moment donné la tâche d'essayer d'enquêter et de découvrir jusqu'où vont les dégâts à l'intérieur de ces installations. Et même si on peut voir le satellite comme ça, ces installations sont vraiment là. C'est-à-dire, l'image satellite cette fois-ci de Google Maps. Même si les images qu'ils ont mises sont un peu mauvaises, en regardant de plus près, ce ne sont tout simplement que des installations qui, pour la plupart, sont endommagées. Alors, est-ce vraiment difficile de savoir quel est le vrai dommage ? En attendant, il y a aussi un commentaire qui attire l'attention sur ce conflit en particulier. Donald Trump parle-t-il de Netanyahou et de cette guerre ? Écoutons cet enregistrement. Monsieur le Président, vous a-t-on obligé à lancer ces attaques contre l'Iran, ce qui a entraîné tous les États-Unis dans cette guerre ? Non, peut-être qu'on les a forcés à agir. Vous voyez, nous étions en train de négocier avec ces fous, et à mon avis, ils allaient attaquer les premiers. Ils allaient attaquer, si nous ne le faisions pas, ils attaqueraient les premiers. J'en étais vraiment convaincu. Et nous avons de grands négociateurs, de grandes personnes, des gens qui font cela avec beaucoup de succès, et qui l'ont fait toute leur vie avec beaucoup de succès. Et en me basant sur la façon dont la négociation se déroulait, je pense qu'ils allaient attaquer les premiers, et je ne voulais pas que cela arrive. Donc si jamais il se peut que j'ai forcé la main d'Israël, mais Israël était prêt et nous étions prêts, et nous avons eu un impact très très puissant parce que pratiquement tout ce qu'ils avaient a été détruit maintenant. Ils disent que c'est le message qui a été donné en ce moment. Donald Trump a dit que l'Iran a demandé à négocier. Mais d'un autre côté, hier les Iraniens disaient vraiment que non, que ce n'est pas vrai. Nous allons en parler tout de suite, de ce que dit Trump de cette supposée idée qu'ils veulent négocier. En même temps, on voit des missiles hypersoniques se diriger vers l'Iran. Et cela, avait déjà suscité quelques doutes. Certains médias sont sortis pour parler des détails de ce qui a pu être observé, de quelle a été la portée. Aussi le type de mouvement, c'est-à-dire d'attaques qui ont été menées par l'Iran, spécifiquement contre Israël et contre certaines bases des États-Unis. Nous allons examiner ce genre de détails, n'est-ce pas ? Et merci beaucoup de nous accompagner. Passons aux détails, cela ne fait que commencer. Et un énorme salut à Dante. Merci beaucoup Dante d'être membre de la chaîne et à toute la communauté qui est membre. Merci beaucoup.
Allons donc à d'autres sujets. José, mon homonyme José Sartre. Comment vas-tu, Emilio Benoît? Merci de nous accompagner. Allons donc à d'autres sujets également importants. Eh bien, une série d'images a été publiée dans lesquelles on peut voir des supposés missiles hypersoniques de la part de l'Iran. Il y a peu de détails, mais il y a déjà certaines sources qui assurent que ces missiles ne sont pas les fameux hypersoniques. Ceci, eh bien, on sait depuis un certain temps qu'ils les possèdent, ou dans ce sens, il n'y a pas eu beaucoup de doutes. La question était de savoir s'ils allaient les utiliser ou s'ils avaient la capacité de les lancer. Pas uniquement, car dans un conflit, ils n'avaient pas été employés. La fois précédente, cela n'a pas été fait lors de l'attaque des 12 jours, ce qui a attiré mon attention et m'a fait me demander pourquoi ils ne les avaient pas utilisés. N'est-ce pas ? Eh bien, cette fois-ci, ce serait la première fois qu'il est confirmé que des missiles hypersoniques sont utilisés. Cette fois-ci contre Israël. L'Iran a lancé des attaques en représailles à cette opération, dans laquelle, pour la première fois, ils utilisent le missile hypersonique appelé Fatah 2, conçu pour éviter les systèmes antimissiles. Selon ce qui est rapporté, les attaques ont touché des bases américaines à Bahreïn, au Koweït et au Qatar. Plusieurs médias rapportent également, parmi lesquels, là nous parlons du pays par exemple, ils assurent qu'en pensant qu'un missile a frappé une zone résidentielle à Beit Sames, près de Jérusalem, faisant 9 morts et 45 blessés. C'est quelque chose dont nous vous avons parlé hier à propos de cette affaire. Vraiment, vraiment terrible. C'est jusqu'à présent l'attaque la plus puissante, l'arsenal utilisé par l'Iran. Le Fatah 2 a été déployé pour la première fois. Ils assurent que celui-ci a la capacité d'aller plus ou moins loin. C'est ce qu'ils disent. Il faudra confirmer avec le temps, mais il devrait avoir la capacité d'y aller, selon eux. À plus ou moins un match, 8 par là, j'ai vu qu'il y a quelques rapports qui parlent de ce match, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Bon, le point c'est que c'est au-dessus de 5 matchs, donc déjà considéré comme hypersonique, n'est-ce pas ? Et Selon le rapport, celui-ci aurait déjà été lancé, et c'est avec ça qu'ils ont causé le plus de dégâts. Apparemment, sûrement le rapport du Fatah 2. Le Cormansar 4, également connu sous le nom de Kebar, a aussi été utilisé pour la première fois. C'est un missile balistique capable de transporter des ogives de 1500 kg et d'avoir une portée d'environ 2000 km. Celles-ci atteignent des vitesses de Mach 6 à canon. C'est encore plus impressionnant, non ? Ce rapport indique qu'elles atteignent Mach 6 en dehors de l'atmosphère. Selon les descriptions militaires, l'utilisation combinée de missiles balistiques et hypersoniques implique désormais une escalade de la capacité offensive régionale. Et c'est là qu'il pourrait être capable de causer des dégâts. Il faudra voir si cette attaque a une capacité de précision. Oui, il commence déjà à sortir quelques images d'Israël, de Tel Aviv spécifiquement, où l'on voit quelques dégâts. Non, on ne voit pas, du moins pour l'instant, les premières images. On ne voit pas beaucoup de dégâts, mais on montre déjà quelques premières images qui viennent d'Israël. Depuis Tel Aviv, spécifiquement, où l'on voit. Par exemple, celle-ci en est une autre, et apparemment c'est un morceau du missile ou une voiture qui se trouve là. En réalité, le rapport ne précise pas. C'est simplement une image, une photo. Et ce que rapportent les sources israéliennes, c'est qu'ils ont utilisé cela. Ces missiles à sous-munitions, ils n'ont pas utilisé ce type de matériel. Et cela aussi, a également été fortement critiqué.
En même temps, on observe que certains bâtiments continuent d'être frappés, des bâtiments qui seraient, selon eux, des infrastructures du gouvernement iranien, dans lesquels, eh bien, ils restent comme ça, ils ne sont pas complètement détruits, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec plus d'images des deux côtés en train de s'affronter à coups de feu. Une fermeture de facto, le détroit d'Ormuz. J'insiste, c'est une fermeture très étrange parce que c'est une fermeture où il est dit. Les États-Unis disent que c'est ouvert, l'Iran dit que c'est fermé. Et les compagnies pétrolières disent « Eh bien, nous ne passons pas par là ». Au cas où, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il y a une pause, il commence déjà à y avoir des réactions à certains endroits, par exemple en Irak. Je vous présente ici le rapport. Ceci est un avis concernant le champ pétrolifère de Rouméla dans la ville de Bassora, là-bas en Irak. Ce serait le plus grand champ pétrolier des Irakiens et le deuxième plus grand de la planète. On va se faire une idée. Eh bien, celui-ci est à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il a cessé de produire du pétrole, parce que le pétrole qu'ils produisent va dans des réservoirs. Et les réservoirs sont pleins. Oui, donc, tant que les navires n'emportent pas ce pétrole, ils n'ont nulle part où stocker le pétrole. Ils disent qu'il faut attendre le départ des navires, la vidange des réservoirs, puis leur remplissage. À cause de la capacité de stockage. Pour l'instant, dans les ports, il y a un arrêt, une pause, comme ils disent. Toutefois, la production pétrolière en Irak n'est pas totalement suspendue pour le moment. Et cela, bien sûr, est un mauvais signe quant à ce que ce conflit pourrait engendrer, du moins momentanément. Si tu veux, mais quoi qu'il en soit, c'est une situation qui commence évidemment à inquiéter. Nous allons en parler tout de suite dans le point suivant concernant ce qui se passe sur les marchés. Ce matin, la situation était un peu chaotique. Hier, le mouvement a été très léger et certains médias disaient déjà que c'était une chute énorme de la bourse. Je ne vois pas la chute énorme de la bourse. Aujourd'hui, on observe, du moins dans certains secteurs, une réaction très curieuse, très curieuse. Nous allons en discuter car tout ce qui se passe est très intéressant. Et pendant ce temps, je voudrais que vous regardiez ce que dit Donald Trump lui-même à propos de l'Espagne. Bien qu'il ait été critique à de nombreuses reprises envers l'Iran, cette fois-ci, le gouvernement espagnol s'est positionné de manière très opposée, disons, à ce que font les États-Unis. Contrairement, par exemple, à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre, etc., d'autres pays. Surtout parce qu'ils ont été attaqués et qu'ils ont attaqué d'autres pays, et d'autres pays ont réagi d'une manière différente. L'Espagne, n'est-ce pas? Donc il y a un message très fort de la part de Donald Trump sur l'Espagne, écoutons-le. Mais certains pays européens, comme l'Espagne, ont été terribles. En fait, j'ai dit à Scott de couper toutes les relations avec l'Espagne, pour commencer. Tout a commencé lorsque chaque nation européenne, à ma demande, a payé les 5% ce qu'elle devrait faire. Et tout le monde était enthousiaste à ce sujet. L'Allemagne, tout le monde, et l'Espagne ne l'a pas fait, et maintenant l'Espagne... En fait, ils ont dit que nous ne pouvons pas utiliser leur base, et c'est bien, nous ne voulons pas le faire. Nous pourrions utiliser leur base, simplement voler, l'utiliser. Personne ne nous interdira de l'utiliser, mais ce n'est pas nécessaire. Comme ils étaient peu amicaux, je lui ai dit que nous ne voulions pas. L'Espagne n'a absolument rien dont nous ayons besoin, à part son peuple merveilleux. Ils ont des gens formidables, mais ils n'ont pas un grand leadership. Et, comme tu le sais, c'était le seul pays de l'OTAN qui n'a pas voulu accepter de passer à 5%. Je doute qu'ils acceptent une hausse. Ils voulaient rester à 2% et ne paient même pas ce taux. Nous allons couper le commerce avec l'Espagne. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec elle. Nous ne voulons rien avoir à faire avec celle-ci. Sacré commentaire que fait Donald Trump, et ce serait vraiment un sujet énorme. Je pense que c'est du bluff, mais qui sait à ce stade? Le président des États-Unis menace de couper tout le commerce avec l'Espagne. Après que le gouvernement espagnol a annoncé qu'il n'allait pas permettre à Washington d'utiliser les bases de Morón et de Rota dans son offensive contre l'Iran, l'Espagne a été terrible. Il dit que nous allons couper tout le commerce avec eux. Nous ne voulons rien avoir à faire avec eux, a déclaré le républicain aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Les Espagnols sont justement en train de commenter cette situation.
faisant référence à leurs attaques récentes avec l'Iran. L'Espagne a aussi été accusée de non-coopération. Tout comme le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni, à la dernière minute, a rectifié. Vous vous souvenez quand ils ont ouvert les bases ? Las bases, ¿verdad? Surtout à cause de l'attaque qui a eu lieu contre une zone où se trouve une base au Royaume-Uni à Chypre. Et là, il y a eu un tournant. Passons donc à d'autres sujets. Quelles sont les réactions des marchés ? Et il se passe encore plus de choses avec les pays du Moyen-Orient. Pour commencer, je vous disais cela hier soir, nous voyons ici, ce sont les marchés d'Asie, celui-ci qui est là. C'est le premier jour de la chute, c'est une baisse légère et très petite, celle-ci est celle d'aujourd'hui. Celle-ci, on l'a vraiment ressentie, elle a été terrible. Mais regardez, le pétrole, ceci en rouge ici, oui, nous allons voir le prix. Le prix du pétrole était ici avant la guerre et il était déjà en train de monter. Parce qu'ici, on disait toujours qu'il y a quelqu'un qui sait avant tout le monde, ce sont ceux qui savaient ce qui allait arriver, ce sont les gens qui sont super informés. Ils savaient un jour avant que l'attaque aurait lieu. Ici, il y a une super affaire d'ailleurs, ce petit carré vert. Et après, ça pourrait aussi être tous ceux qui savaient des jours à l'avance, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7 jours, qu'il allait se passer quelque chose. Alors tout ça, montre-toi très bien informé. Mais ensuite, la guerre commence. Et c'est à ça. C'est ce prix qui est sans plus élevé, le pétrole montant à 77 $. Mais ça qui est en vert, c'est aujourd'hui, c'est déjà une réaction énorme qui s'est un peu ajustée, oui, mais il y a beaucoup de volume. C'est monté à 81 et déjà les experts disent que ça va monter, vu comment vont les choses. À 100 $, c'est probable, déjà à 81 $. C'est arrivé en à peine 3 jours ou 2 jours. Vraiment, parce que c'est lundi, mardi et aujourd'hui ce n'est pas encore clôturé, donc il faudra attendre pour voir jusqu'où ça va aller, c'est-à-dire aujourd'hui mardi. Donc la guerre a commencé le week-end, mais il n'y a pas de marché. Voici lundi, voici mardi. Nous verrons demain comment se passe cet après-midi et comment cela finit. Mais il se passe des choses de très étranges. Ainsi, quand on affirme que la guerre coûte cher et que les États-Unis doivent en payer le prix, il faut non seulement observer l'économie, mais aussi l'évolution du dollar. Le dollar est en train de se revaloriser, parce que quand il commence à y avoir de la nervosité, beaucoup d'investisseurs se tournent vers le dollar. Ils disent tout, où vais-je ? Vers le dollar. Et que se passe-t-il quand cela arrive, quand ces choses se produisent ? Même l'or baisse, que se passe-t-il avec l'or ? L'or, justement, il baisse et il baisse énormément. Aujourd'hui, l'or est en baisse, chute de l'or. Pourquoi l'or chute-t-il ? Parce qu'on va vers le dollar. Et comment savons-nous qu'on va vers le dollar ? Les investisseurs, eh bien, il suffit de regarder le prix du dollar. Voici le dollar, hier et aujourd'hui, la forte hausse du dollar. Ceci par rapport à l'euro. Vous vous souvenez quand le dollar était faible, puis qu'en temps de guerre, il s'envole ? Et cela aussi, c'est une autre des raisons possibles d'un conflit. Qu'en est-il du peso mexicain ? Hier, il n'y a presque pas eu de réaction, je vous ai dit. Regardez, le peso est très fort. Voici la réaction d'hier, une légère hausse, oui, du dollar, mais très légère. Mais aujourd'hui, voici la réaction. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire que c'est déjà une réaction plus forte, non ? Hier, on parlait de 17,30 et la veille de 17,20, on était dans cette fourchette. Il n'y avait presque pas de différence. Aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 17,88, c'est monté à ce point-là, puis c'est redescendu à 17,67, 17,70 à peu près, qui est le prix actuel, mais c'est déjà une hausse beaucoup plus nette. Donc le pétrole en hausse, l'or en baisse, le dollar en hausse. Ça nous donne plus ou moins une idée de comment le mouvement se produit, si cela va être durable ou non. Nous ne le savons pas parce que, eh bien non, mais c'est dans cette direction que le mouvement se produit. Dollar en hausse, pétrole en hausse, or en baisse. Voyons si rapidement le Bitcoin reste comme hier, il se maintient dans les mêmes fourchettes.
Non, 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 il y a eu une hausse excessive. Oui, il a un peu augmenté. Le Bitcoin s'est passé de 65 à presque 70. Il a atteint 69, 69,7 à peu près. Mais bon, le BTC est dans ces eaux-là. Juste un détail assez curieux. Aujourd'hui, les bourses se sont effondrées, y compris celles des États-Unis. Hier, elles sont restées dans le vert, mais aujourd'hui, elles subissent une forte chute. Voici la chute. Regardez comment la chute des 500 plus grandes entreprises des États-Unis s'est produite. Ça a chuté, oui, jusqu'ici. Regardez la reprise en quelques heures. Tout cela, c'est des gens qui achètent des actions immédiatement. Donc qu'est-ce que ça veut dire alors que non? Enfin, allons-y. La chute a été momentanée, en particulier elle n'a pas eu lieu en Asie, mais aux États-Unis, la confiance, du moins ce qu'on voit sur le graphique, est très grande. Donc, malgré la chute, il y a un rebond très rapide et important sur le Nasdaq qui regroupe les entreprises technologiques. Il n'y a même pas eu de chute, n'est-ce pas? Donc ça, c'était hier, cette ligne, et ça, c'est aujourd'hui. Ils sont dans le vert, ils vont, disons, plutôt bien de ce côté-là, non? Oui, certaines entreprises connaîtront des baisses, d'autres des hausses, vous savez, mais ici, on observe la tendance générale, non? Le Nasdaq, qui regroupe les entreprises technologiques, le S&P 500, qui rassemble les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, qui ont eu. La chute qui a duré quelques heures, le marché n'est pas encore fermé, mais regardez où se trouve le point. Peut-être que je dis ça, on ne le sait pas. Si ça monte un peu, eh bien ça donnera un très bon signal sur les marchés. Si la chute se produit, c'est-à-dire si la chute arrive vraiment et que le prix ne reste pas dans le vert, alors cela confirme une chute. Mais pour le moment, on ne peut pas confirmer une chute, du moins pas maintenant. Non, n'est-ce pas? Pourquoi ce n'est pas confirmé? Une chute? Parce que l'or baisse, parce qu'il y a de la confiance dans le dollar, du moins pour l'instant, c'est ce qu'on observe, oui, c'est-à-dire par rapport à l'euro, la hausse est énorme, non? C'est-à-dire le dollar. Alors bon, ça arrive aussi lors des conflits. Les choses ne bougent pas vraiment de façon très différente par rapport à ce qui se passait réellement sur le marché. Passons maintenant à d'autres sujets. Il y a aussi un commentaire, je trouve, intéressant sur ce qui se passe concernant la Russie, pas du côté des États-Unis. Écoutons cela. Assez trompé, Desaf a confirmé que le géant la chaîne de diffusion. Merci. C'est la même qu'en Espagne. Maintenant, oui, voyons si nous avons l'audio et nous avons aussi cette situation. Parmi eux, Noem, tu te souviens de Christina Noem, la responsable de la sécurité du Mexique, des États-Unis et aussi chargée de la sécurité, dans tout ce qui concerne l'ICE, la gestion de l'ICE. Bon, écoutons, regardez ça. Pourrais-tu expliquer cela? Monsieur, en ce moment, je regarde la photo d'une pièce intérieure qui semble être une chambre à coucher dans un avion. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas familier avec cela? Ces photos ne sont pas exactes. Si vous faites référence aux avions que le département de la sécurité intérieure a achetés et est en train d'acheter, nous les utilisons comme aéronefs de commandement et de contrôle à longue portée. C'est ce que dicte le statut du Congrès pour le département de la sécurité intérieure. Prêt à renoncer à un avion de luxe avec chambre intégrée? Nous utilisons un 737. J'y suis allé une fois, mais il est utilisé par d'autres responsables de l'administration et il sert pour les vols de commandement et de contrôle du département. Le département l'a découvert. En achetant nos avions, nous ferons économiser aux contribuables des centaines de millions de dollars. Quatrième? En fait, nous avons dépensé 1,42 milliard de dollars pour les vols de déportation de l'ICE l'année dernière. Il y a une chambre, je crois qu'ils sont en train de la rénover et qu'il n'y a pas de chambre, donc ils la rénovent. Quel type de personne expulsée justifie d'être renvoyée du pays? Dans un jet de luxe, avec une chambre et des commodités comme celle-ci? Ils achètent des avions qui seront utilisés à la fois pour des voyages d'affaires et pour des expulsions. Si vous vous souvenez, dans le passé, nous avons utilisé des jets de cette taille et de cette configuration pour des expulsions, si vous vous en souvenez. Par cette configuration, il fait allusion à Je n'ai pas vu l'intérieur de des commodités comme celle-ci? cet avion pour les expulsions. C'est vrai.
Monsieur, nous avons des 737 qui sont en cours d'acquisition par le département pour remplacer les contrats que nous avons pour les expulsions de l'ICE. C'est à cela qu'ils vont servir. Et en fait, la garde côtière est la seule entité au sein du département de la sécurité intérieure qui dispose de jets en ce moment. Ils avaient 2 G5 qui avaient entre 20 et 25 ans et qui sont en train d'être remplacés. Pour qu'ils puissent continuer à servir notre garde, la garde côtière et nos forces armées pour les années à venir. On dit que, même s'ils ne veulent pas le dire publiquement, des individus décrits comme de hauts fonctionnaires de l'administration ont qualifié ces achats d'avions de pire affaire du monde et d'abus de fonds fédéraux. Peux-tu me dire quoi? Les républicains de ce comité, qui ont voté en faveur de ce que j'appelle la loi des milliardaires, étaient au courant de leur projet d'acquisition de jets de luxe lorsqu'ils ont voté pour cet argent, ce qui leur a permis d'acheter ces avions. L'argent pour ces avions a été attribué par le Congrès. En fait, c'est un mandat du Congrès et des règles que vous nous avez données et que nous devons respecter. Un avion de commandement et de contrôle longue portée pouvant accueillir 17 personnes. Au département de la sécurité intérieure, pour des raisons de sécurité nationale, nous respectons la loi. Ces avions sont en cours de réaménagement et seront utilisés à cette fin, et ils seront utilisés par des membres de l'administration et d'autres composantes. Nous avons aussi réduit, ce qui baissera nos coûts d'environ 40%. Nous faisons économiser 40% aux contribuables en achetant nos propres avions et en les exploitant, au lieu d'être soumis aux contrats actuels. Eh bien, Ils ont demandé du temps supplémentaire parce qu'on ne le laisse pas parler. Monsieur le député, eh bien ce sont les auditions données par les membres du cabinet de Donald Trump. Car jusqu'ici, je ne peux justifier la plupart de leurs dépenses. Quand il dit « et lui », il parle clairement de l'île. Ce n'est pas doublé littéralement. Il ne le dit pas à ce moment-là. C'est-à-dire, ils utilisent, soi-disant, c'est ce qu'ils disent, qu'ils utilisent, soi-disant, des avions pour renvoyer des migrants, et soi-disant, ils utilisent des avions de luxe. Ce qu'ils soupçonnent, c'est que ces avions de luxe sont pour eux. C'est-à-dire qu'en réalité, ils font des allers-retours et des voyages partout, tout en facturant, évidemment, au gouvernement. Et là, il y a un petit fil que, si on continue à creuser, on pourrait arriver à un grave problème de mauvaise gestion de l'administration. En ce qui concerne la question de l'argent, c'est un sujet qui commence à rendre nerveux certains membres du cabinet de Donald Trump. Un sujet dont nous parlerons ici, mais bon, il y a cette audience. Il y aura d'autres audiences que nous analyserons ici. Merci beaucoup d'ailleurs à Dante pour ses abonnements qu'il a offerts à la communauté. Merci beaucoup à toute la communauté qui met un like, qui partage. Passons donc à d'autres sujets. Regardez, il y a un rapport, nous en parlerons un peu plus tard, il y a un rapport qui est publié à la Banque Centrale Européenne à propos de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Quelle est l'analyse qu'il prévoit pour ce qui arrive? En ce qui concerne le conflit, comment ce conflit va-t-il affecter l'Europe et le monde? Nous allons en parler dans un instant, mais d'abord passons à d'autres sujets importants. Il y a quelques instants, nous avons vu certaines des images des attaques qui ont eu lieu de l'Iran vers Israël. Et il y a une information officielle de la part des forces de sécurité israéliennes, où ils ont donné des détails sur les effets de ce nouveau bombardement qui a eu lieu aujourd'hui, le 3 mars de la part de l'Iran. Surtout dans la zone VIP. Le service d'urgence Magan David Adom a confirmé qu'au moins 7 personnes ont été blessées en 3 endroits différents de la zone métropolitaine, à Tel Aviv. Parmi les personnes touchées, il y a une femme d'un peu plus de 40 ans. Il est également indiqué que la police israélienne a déployé des opérations dans plusieurs secteurs de Tel Aviv. Les pompiers ont aussi signalé des dégâts structurels, dont une maison au toit effondré. On parle aussi de zones touchées à Bnei Brak, d'après ce qui est rapporté. Le même porte-parole israélien a assuré que l'Iran a utilisé un missile parmi ses munitions. Ou consomme-t-il dans la feuille ce que l'archibald personnel a dirigé vers les intervalles de l'international? Un tema international. Quelques heures plus tard, au printemps. Société France Alemancha du cliché. Opciones aéreas que se están dando ahora mismo. También en paralelo se calculan más cerca de los 800 personas fallecidas.
état d'une zone rouge à l'intérieur de l'Iran, c'est-à-dire 787 personnes sont décédées en Iran à cause de ce conflit. C'est aussi important et évidemment, cela fait partie de ce qui a été révélé ces derniers temps. Aussi. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est que Donald Trump a assuré que les États-Unis disposent d'un approvisionnement presque illimité en armes de moyenne et longue portée face au conflit au Moyen-Orient. Non parce qu'il y avait une rumeur selon laquelle il n'y avait plus assez de munitions, ni assez de missiles de la part des États-Unis. Et toi, tu dis, est-ce qu'on a vraiment vu, enfin, est-ce que ça s'est vraiment vu comme très... Eh, Comme si on avait voulu avancer cette information trop rapidement? oh, Eh bien, peut-être sans réfléchir. On ne parle pas du fait que les États-Unis sont l'un des pays qui investissent le plus ou celui qui investit le plus. Ce n'est pas l'un des plus, c'est celui qui investit le plus. De loin dans les questions de guerre, pensez qu'en 2 ou 3 jours de guerre, ils vont manquer de munitions. eh, C'est faire preuve de beaucoup de naïveté, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Dire que ce matériel est limité n'est pas vrai non plus, mais oui, la Maison-Blanche, elle l'a répété. Le président des États-Unis a affirmé que le pays possède un approvisionnement quasi illimité en armes de portée moyenne et longue. La déclaration intervient lors de ce 4e jour de l'opération militaire, appelée Fureur épique, au cours duquel il affirme que les réserves de munitions n'ont jamais été aussi élevées ni aussi bonnes. En adressant un message direct à la fois à l'Iran et aux alliés régionaux, le dirigeant affirme qu'avec cet arsenal, les guerres peuvent être menées indéfiniment. Ce qui marque un tournant rhétorique fort par rapport à sa promesse historique d'éviter les conflits prolongés à l'étranger. D'après ce qu'il a fait, il pense qu'aujourd'hui, l'une de ces vagues pourrait arriver. On disait qu'il avait 24 heures pour une forte vague, et cette vague pourrait arriver aujourd'hui. Depuis le tentateur du secrétaire à la défense de la guerre, je réponds à la position de Firmin Los Rios. Il ira aussi loin que nécessaire. En écartant les missions de reconstruction nationale comme en IR ou en Afghanistan, puisque ces missions de reconstruction qui ont eu lieu en Afghanistan, IR ou en Irak, ne vont pas se reproduire. Dans ce cas, selon ce que disent et ajoutent les hauts gradés, il y aurait eu 40 hauts gradés qui auraient été éliminés. Maintenant, on parle de 49 hauts gradés iraniens, on ne sait pas qui est aux commandes. Ils n'ont pas voulu le dire. Hier, les Iraniens devaient en donner le rapport sur qui allait être le nouveau guide suprême. Le rapport n'est tout simplement pas sorti, c'est-à-dire qu'il n'a pas été donné, cela ne s'est pas produit. Donc cela aussi, évidemment, c'est important. Passons à un autre point également intéressant, présent. Également en France, il active les chasseurs Rafale. Selon les rapports, après une attaque qui a eu lieu aux Émirats arabes unis, Paris renforce sa présence dans toute cette zone. Est-ce qu'il va déjà avoir ses systèmes opérationnels ? La France a déployé davantage d'avions de chasse Rafale aux Émirats arabes unis après l'impact d'un drone sur l'une des installations militaires. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé que les chasseurs ont déjà sécurisé l'espace aérien de la région. L'attaque a eu lieu dimanche, et c'est aujourd'hui que la France réagit en maintenant des centaines de soldats navals, aériens et terrestres aux Émirats arabes unis, avec une présence stratégique sur la base d'Al-Darfa, près d'Abu Dhabi. Le mouvement militaire se produit au milieu de toute cette escalade dans laquelle, en gros, ce que fait la France, c'est réagir. C'était un pays, c'est-à-dire la France spécifiquement, tout comme le Royaume-Uni, qui avait même critiqué cette opération, cela ne leur avait pas plu, ils disaient même qu'il y avait encore des voies diplomatiques à suivre. Mais bon, si l'Iran attaque soudainement leur base, ils n'ont pas d'autre choix que d'intervenir. Pour l'instant, ils n'entrent pas encore directement dans le conflit, mais ils renforcent la zone. Ce n'est pas encore le cas, on ne va pas encore voir, du moins pour l'instant, des Français bombarder des zones en Iran. Pareil pour le Royaume-Uni. Pour l'instant, ils disent qu'ils n'interviendront pas, qu'ils ne fourniront pas de renseignements, qu'ils vont permettre. Certaines bases vont s'ouvrir un peu dans ce sens, mais rien de plus.
C'est aussi ce que nous avons vu il y a un instant avec la réaction de l'Arabie saoudite, qui dit également « Nous n'allons pas oublier cela et si vous nous mettez en colère, nous ne réagirons pas ». En gros, maintenant, il y a une déclaration, nous allons voir, de ce député à propos de ce qui se passe dans cette guerre là-bas aux États-Unis. Voyons ce qu'il a commenté. C'est la guerre de Trump. C'est une guerre choisie. Il n'a pas de stratégie. Il n'a pas de plan final. Eh bien, il y a déjà certains députés, des démocrates et même quelques républicains aussi, qui commencent à critiquer la stratégie. Ce dont on l'accuse, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Il y a une stratégie d'ouverture, mais il n'y a pas de stratégie pour mettre fin au conflit. Et c'est cette partie-là qui a commencé à être critiquée. Pendant ce temps, il y a aussi une réaction de Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis. Écoutons ce qu'il dit. C'est en Iran, malgré des années de sanctions. Imaginez dans 1 an ou 1 an et demi les capacités qu'ils auraient pour nous causer du tort. C'est un risque inacceptable, surtout entre les mains d'un régime dirigé par des religieux radicaux. L'ayatollah est un radical, c'était un religieux radical. Tout ce régime est dirigé par des religieux radicaux qui ne prennent pas de décisions géopolitiques, ils prennent des décisions basées sur la théologie, sur leur vision de la théologie qui est apocalyptique. Cela aussi doit être pris très au sérieux. C'était donc le but de toute cette opération. C'est pourquoi... Eh bien voilà. C'est à peu près le message que Marco Rubio transmet depuis plusieurs jours déjà, mais il n'a cessé de le réitérer, insistant sur le fait que l'attaque vise, disons, un gouvernement non conventionnel, qui ne fonctionne pas selon la logique des gouvernements plus ou moins connus, mais que celui-ci est un gouvernement qui, selon eux, gouverne selon une logique théologique. Et en plus de cette vision théologique ultra-orthodoxe, c'est-à-dire, ce n'est même pas seulement théologique, c'est que cela va vers l'ultra-orthodoxie. Et c'est là que, à cause de la situation, cela devient encore plus compliqué. N'est-ce pas? C'est-à-dire, voici les principaux commentaires que nous avons soulignés. Passons maintenant à d'autres sujets importants. Un grand salut à Marcia Alexandre. Jusqu'à Taïwan, qui me fait des commentaires, il n'a pas beaucoup commenté dernièrement parce que beaucoup ici ont demandé après lui. Mais il nous dit qu'il nous écoute, c'est juste qu'il est sur un projet. Alors je lui envoie un salut chaleureux, bonne chance pour son projet et c'est bien qu'il nous écoute. Je sais qu'on ne peut pas toujours commenter tous les jours, mais je voulais vous dire que nous suivons de très près le séisme qui a eu lieu là-bas. À Taïwan, il y a eu un séisme de magnitude 5 qui a été fortement ressenti, mais il n'a pas eu de conséquences graves. Nous ne sommes pas très attentifs, évidemment, car en ce moment nous sommes beaucoup concentrés sur ce qui se passe en Iran. En raison de l'importance que cela a, nous ne passons pas à d'autres sujets, également à ce qui se passe autour de tout ce conflit. Et ce que dit la Banque centrale européenne, quelles sont aussi les réactions sur les marchés boursiers européens? Lesquelles? Quels sont les effets que l'on ressent également sur les marchés du pétrole, de l'énergie et tout cela? Mais nous devons commencer par... La Banque centrale européenne, qui a déjà tiré la sonnette d'alarme, affirme que l'escalade au Moyen-Orient pourrait freiner la reprise de l'inflation dans la zone euro. Le chef économiste de la Banque centrale européenne, Leyen, aurait averti qu'un conflit prolongé, ou si celui-ci s'étend, affectera directement l'approvisionnement énergétique mondial, mais surtout européen. L'attention se porte sur le détroit d'Ormuz, la zone d'où provient une grande partie, soit 1/5 du pétrole et du gaz mondiaux. Le blocus total ou partiel, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un blocus complet, ou que par nervosité les gens ne veuillent pas sortir, ou que très peu sortent, il y aura une réaction directe sur les marchés. Le risque est, dit-il, presque immédiat, selon les estimations du cabinet de conseil ISIS. Par exemple, il dit qu'une fermeture de 15 jours ferait grimper le prix du gaz sur le marché, par exemple jusqu'à 90 € par mégawattheure. Cela signifie qu'il y aurait une augmentation de 50% du tarif réglementé, par exemple en Espagne. Rien de plus pour nous unir.
C'est-à-dire qu'au lieu de payer cela, il faudrait ajouter 50% de plus, non? En gros, chaque mois. Le gaz naturel pourrait également augmenter de prix, mais le tarif du gaz lui-même ne pourrait pas augmenter. C'est-à-dire, là-bas en Espagne et dans d'autres pays aussi, le choc énergétique pourrait également se faire sentir. La Commission européenne, pour l'instant, écarte un risque qui soit momentané, mais cela pourrait durer quelques jours, et si cela se fait sentir, cela pourrait être durable. C'est là que réside le doute. S'il est là, c'est bien, tu vas payer un peu plus pour beaucoup plus, pour l'électricité ou pour autre chose. D'accord, le problème n'existe pas, mais cela a un effet domino sur le reste. C'est-à-dire produire de la nourriture, fabriquer un produit, amener un produit dans un magasin. Le prix augmente, donc par conséquent tout augmente, le prix de la nourriture augmente, le prix des produits augmente. Y a-t-il une inflation des prix quand ce genre de choses arrive ? Oui, c'est là qu'on paie une guerre dans l'inflation. On appelle toujours ça l'inflation, on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle l'impôt caché ou l'impôt non. Comment ? Au final, c'est un impôt, car ce conflit ou d'autres sont toujours payés par quelqu'un. Et ce n'est pas seulement le pays qui l'initie, mais c'est quelque chose qui se paie. Surtout lorsqu'il s'agit d'une hausse généralisée du pétrole, c'est là que tu as forcément un effet inflationniste. Pour l'instant, il est encore très tôt, on ne sait pas vraiment si cela va se produire ou non, si cela va arriver ou pas. Il y a déjà une première hausse importante du pétrole. Si cela se maintient, alors évidemment on verra un effet. Il y aura certains pays dont l'économie est préparée à ce genre de situation parce qu'ils ont du pétrole, parce que c'est possible, mais en général il y a une hausse des prix. En général. Si les analystes commencent déjà à l'observer, non, cela s'est déjà produit à un autre moment, maintenant, dans tout cela. Mais les principales bourses européennes ont aussi fortement chuté. Quand la bourse chute de plus de 2%, c'est déjà une forte baisse. Et cette fois-ci, elles ont dépassé les 3%. Par exemple, Paris a perdu 3,1% Londres environ, 2,9% à la clôture, donc presque 3%, et l'Eurostoxx a perdu plus de 3%. Madrid ne s'en est pas si mal sorti avec une baisse de 2,4 ou 2,3% à la clôture, Milan 0,2%, Francfort 3%, l'Allemagne. Donc oui, ce sont des baisses importantes, mais on n'observe pas ce niveau-là. Voyons la baisse qu'a subi le SP500. Mais la baisse qu'il a eue depuis le prix d'hier, où il s'est retrouvé enfin du prix d'hier à aujourd'hui, eh bien c'est rien. 0%, parce que le prix d'hier étant resté à ce point ici, et le prix est actuellement à ce point. Oui, il y a eu une chute, c'est ça, mais il l'a déjà récupéré. C'est-à-dire, en quelques heures, comme je vous le disais, si on ne regarde pas le prix, il avait chuté de 1,0. La perte est cela, mais la chute c'est nul, sur le SP500. Et si on regarde les données, tout est là, même sa vie. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet négatif, du moins pour l'instant. Dans ce sens-là, non. Nous allons continuer à observer. Un après-midi, il ferme vers 3 heures, ou 3 heures heure du Mexique, ça doit être vers 3 heures heure du Mexique. Ou voyons, regardons mieux. L'heure de prière est à meilleure si c'est 1 heure en avance, 1 heure en retard, mais c'est 1 heure en avance. La Joya, ils vont fermer seulement à 1h46. Il reste 2 fois, c'est-à-dire, il reste 2 heures de plus et 15 minutes. Bon, il reste 2 heures et 14 minutes avant que la bourse de New York ferme. Et quand elle ferme, eh bien, ils viennent, mais on ne les voit pas. Jusqu'à présent, on ne voit pas une chute énorme comme ce matin, où il semblait qu'elle allait chuter de 1,6%, c'était déjà une chute importante, mais elle s'est très vite reprise. Donc voilà ce qu'on voit pour l'instant. L'or et l'argent ont montré des mouvements étranges, parce que l'or a aussi chuté. C'est-à-dire, comme les bourses européennes, pas l'or, l'or a chuté et cela attire l'attention. La bourse mexicaine, non, la bourse mexicaine connaît une forte baisse. La bourse mexicaine, là, connaît vraiment une chute importante, et cela fait déjà 2 jours de suite qu'on sait la bourse mexicaine. Et là, c'est vraiment une chute importante.
Si on mesure les 2 derniers jours, c'est-à-dire lundi et mardi, ce n'est pas une chute de 5%, c'est une forte baisse. Vraiment, c'est une forte baisse. Attention à la bourse mexicaine. C'est la chute de la bourse mexicaine. Donc cela attire l'attention, je crois que c'est l'une des plus fortes que j'ai vues. Alors faites attention à cela, faites attention. Et j'imagine, je ne sais pas, j'imagine que la chute, surtout celle d'aujourd'hui, pourrait être peut-être en partie une réaction à ce qui se passe avec le dollar, avec l'or, etc. Que tout n'est pas une mauvaise nouvelle. Aussi, quand le dollar monte, il y a aussi des effets positifs. Tant qu'il y a un équilibre, si c'est une hausse très forte du peso ou une baisse très forte du peso, les deux sont mauvaises. Mais s'il reste dans une certaine fourchette, l'équilibre peut être bon dans ce sens, mais la chute n'est pas positive, évidemment. Allons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants, parmi toutes ces réactions qui se produisent dans le monde face à ce conflit. Merci beaucoup pour vos commentaires, nous allons en discuter tout à l'heure, nous allons en parler, nous allons échanger. En attendant, mettez un like. Soyez attentifs à ces images parce que, des sources iraniennes assurent que les FDI ont attaqué des entrepôts de munitions près de la zone de la gare de Val-d'Avar, à l'ouest de Téhéran. Nous verrons tout à l'heure ce que disent les sources des FDI dans tout ce mouvement. Ce ne sera pas bon. Et ce n'est pas la seule image, voyons celle-ci. D'autres de ces images, attendez, permettez-moi, c'est une autre image, oui. La voilà, je crois qu'on en a une autre. C'est une autre image. Cela fait partie de ce qui s'est produit lors de ces attaques. Pas là, par là, maintenant ils disent que cela aurait été un entrepôt de munitions. C'est la partie qui, si c'est le cas, alors l'opération continue dans le même sens, cherchant à agir contre tout ce qui est militaire. Non, hier nous l'avons vu, hier nous avons commenté cette affaire sur la façon dont il y a eu une série d'attaques, une série de mouvements contre tout ce qui est militaire, c'est-à-dire des avions. Ils voient un avion, ils tirent, ils voient des drones, ils voient des bâtiments, ils voient tout ce genre de choses. Ça continue, non, évidemment, c'est une partie de ce qui va se passer maintenant. Attention à cela, c'est un rapport de renseignement, mais évidemment il n'y a pas... Il n'y a pas encore, comme c'est souvent le cas dans les conflits, de détails par exemple sur le type de munitions utilisées. Non, ce serait aussi intéressant de ne pas savoir s'il s'agit d'artillerie ou de quoi il s'agit exactement. On ne sait pas non plus que ces bunkers ont été attaqués, des bunkers où se trouvent les missiles et tout cela. Pendant ce temps, il affirme, Donald Trump insiste qu'ils veulent négocier, mais publiquement, du moins, il dit que ce n'est pas vrai. À travers un autre message sur son compte Truth Social, Donald Trump insiste à nouveau sur le fait qu'il essaie d'aller négocier. Le président a publié dans son message aujourd'hui que les capacités d'approvisionnement en armes dont disposent les Forces Unies pour faire face ont des réserves presque illimitées, dit-il. Le président souligne que l'approvisionnement en ces armes est pratiquement illimité. Les guerres peuvent être menées indéfiniment, dit-il, et avec succès, en utilisant uniquement ces approvisionnements. Il affirme qu'elles surpassent les armes des autres pays, a-t-il ajouté sur son réseau social. Vous savez déjà, c'est comme toujours son propre éditorial, pas le rapport qu'on lui fait, mais bien son propre éditorial. Donc ça aussi c'est très curieux. Il y a quelques images comme celle-ci qui montreraient comment des attaques sont lancées contre des groupes d'opposition kurdes.
Regardons cela, parce que des attaques commencent à se produire. Ça vient d'Iran, remarquez qu'il s'est impliqué sur trop de fronts. Non, regardez, c'est une image. Très rapidement, voilà, c'est le moment où une attaque a lieu dans une zone kurde. C'est une vidéo enregistrée par les Kurdes eux-mêmes. Allons à la carte pour mieux comprendre cette situation, mais c'est une zone qui est attaquée en Irak. Attention aussi à cela, car je ne pense pas que les Irakiens soient très contents de ce genre d'attaque. Allons à la carte, mais on voit que c'est l'Iran qui attaque. Regardez aussi la taille de l'Iran. Je veux dire, en tant que pays, c'est un pays, plutôt grand, non ? Enfin, si on le compare par exemple à l'Inde, non. C'est-à-dire, la taille est un peu plus petite, mais ce n'est pas un petit pays. Donald Trump disait dans les communiqués que cette guerre allait durer plusieurs semaines. À cause de la taille de l'Iran, c'est-à-dire parce qu'ils allaient mettre du temps à atteindre différents pays, points et différents objectifs. Mais l'attaque qui a lieu maintenant concerne la partie nord de l'Irak. Il faut rappeler que les Kurdes ont déjà annoncé qu'ils sont prêts à opérer contre l'Iran. C'est-à-dire les Kurdes considèrent les Iraniens comme des ennemis. Déjà quelques jours avant la guerre, on a observé une série d'endroits montagneux où ils installaient point des barrières pour soi-disant arrêter les Kurdes. Franchement, quand les barrières ont-elles déjà fonctionné ? Ici, entre le Mexique et les États-Unis, on a tenté de mettre des barrières, non. Mais surtout en temps de conflit, une barrière ne t'aidera pas vraiment. Et encore moins sur des terrains comme ceux de l'Iran, n'est-ce pas ? Mais bon, le fait est que les Kurdes irakiens assurent que l'Iran leur tire dessus avec des Shahed, c'est-à-dire des drones. De ceux qui sont de type kamikaze, c'est-à-dire qui se détruisent à l'impact. Les Kurdes étaient comme ça. Qu'ils ne se mêlent pas au conflit, sinon ils vont se faire attaquer. C'est la même chose qui se passe avec les pays du Moyen-Orient. Ou bien la réaction des pays du Moyen-Orient a-t-elle été mal comprise par l'Iran ? Parce que la réaction a été pratiquement l'opposé, à chaque fois qu'ils sont attaqués, à chaque fois que les Arabes saoudiens, principalement, mais aussi les Émirats, ont ouvert davantage l'espace pour permettre des opérations à l'intérieur du territoire, même avec la possibilité que le conflit s'étende également de ce côté-là. Pas comme ce que disait le porte-parole militaire, le porte-parole des militaires d'Arabie Saoudite il y a un instant, que nous venions de voir. Qu'ils n'oublieront pas le conflit et qu'ils ne peuvent pas pardonner mais ne pas oublier. Il disait quelque chose comme ça et que si on les met en colère, ils réagissent. Je sais que ce sont encore des messages comme pour montrer de la force, mais au-delà de ça, il n'y a rien. Je veux dire, allons. Non, il n'y a pas encore d'annonce d'une attaque. Non, ça aussi, c'est intéressant, mais allons, passons à d'autres points, à d'autres sujets. Un grand merci à la communauté qui nous suit sur Twitter, qui nous suit aussi sur d'autres réseaux. Nous sommes là sur Telegram, sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp. Nous sommes présents à plusieurs endroits et nous essayons toujours de vous rappeler, où. Nous rappelons toujours les diffusions ici, où nous transmettons aussi, des informations sur ce qui se passe. Maintenant, nous abordons d'autres points, nous passons aussi à d'autres sujets importants. Trans. Regardez, c'est sûr qu'il rapporte, il y a une série d'images satellites, celles que nous voyons ici, oui, c'est sûr qu'il rapporte. Ces images montreraient la portée des attaques, cela au Moyen-Orient, oui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles révèlent ? Cela va aussi beaucoup dépendre des images qui sont déjà fournies par des entreprises privées qui transmettent ou montrent un peu ce qui se passe depuis les airs. Voici une autre image. Regardez, ici il y a une autre image pour confirmer ce qui se passe. Selon les images satellites, elle révèle la frappe contre l'Iran.
Cela est bien déjà dans l'opération Fureur épique comme ils l'appellent, ou Epic Fury, n'est-ce pas? Ils affirment avoir atteint des systèmes radars, bases aériennes, frégates, navires logistiques, dépôts de carburant et complexes de sécurité. Cela à Konarak, à Chiadan, à Bandar, à Abbas, où l'on a pu confirmer les attaques les plus importantes. Évidemment, en dehors de ce qui s'est passé à Téhéran, dans la capitale, n'est-ce pas? Alors, attention aussi à cette partie. Regardez, il y a aussi une autre affaire qui se passe en ce moment. On reviendra tout de suite sur l'Iran, mais il y a un sujet qu'il faut aborder. Passons donc à un autre sujet. Il signale sûrement un séisme de magnitude 6. Quoi? D'après ce qui est rapporté, allons au séisme, ce serait en Indonésie. Magnitude. C'est un séisme fort, la possibilité de tsunami a été écartée, mais il n'est pas très profond, donc il a été fortement ressenti, n'est-ce pas? Le service géologique des États-Unis a confirmé un séisme au large de Sex. Le risque de tsunami a déjà été écarté, non, mais c'était bien un séisme important. 6,1 c'est la magnitude retenue, 6,2 c'est la valeur finale. 18 km de profondeur. Selon les rapports, cela s'est produit sur l'île de Sumatra en Indonésie. Jusqu'à présent, aucune victime ni dommage structurel significatif n'a été signalé. Le mouvement a été confirmé par le service géologique des États-Unis, mais l'alerte a également été déclenchée dans l'ouest de l'archipel. L'une des zones, d'ailleurs, les plus sismiquement actives de la planète. Selon les relevés tectoniques, cela se serait produit vers 11h, 56h locales. Son épicentre se trouvait à environ 60 km de Chinabeng, la capitale de cette région. L'épicentre a été localisé tout près de la mer, mais il n'a pas suffi à déclencher ou provoquer un tsunami. Selon la même agence météorologique, climatologique et géophysique d'Indonésie, la BMKG a indiqué que l'énergie libérée était considérable, mais restait dans les paramètres attendus pour la région. De son côté, l'Agence nationale de gestion des catastrophes a déployé des équipes pour vérifier d'éventuels dommages aux infrastructures critiques, des habitations jusqu'au réseau de services de base. Jusqu'à présent, il n'y a pas de décès et aucun blessé grave n'a été signalé. Les dégâts, pour l'instant, ne sont que mineurs, il n'y a pas de dommages structurels importants, par exemple sur les ponts, à Sinabog et dans d'autres localités comme Simalwai. Les habitants l'ont décrit comme un séisme fort, c'est ainsi qu'il a été décrit dans les témoignages comme fort et prolongé. Les habitants sont sortis de leurs habitations, ils ont suivi les protocoles et, ils y sont tout simplement déjà habitués. Il y a eu de la panique, oui, on a signalé une certaine situation de chaos dans les bureaux, dans les écoles et dans les commerces, mais cela n'a pas eu de conséquences graves. C'était une frayeur, une grosse frayeur, une frayeur. Il est important de rappeler que dans cette zone se trouvent 75% des volcans actifs du monde. En plus des séismes qui ont lieu toute l'année, ils se trouvent en plein dans la ceinture de feu, une zone tectonique qui connaît un grand nombre de séismes. C'est en partie ce qui s'est passé dans cette région. Il faut rester attentif à ce sujet, n'est-ce pas, que nous essayons ici de vous tenir informés. En plus du séisme dont je vous parle, il y a eu ce séisme là-bas à Taïwan, pas celui-ci, qui évidemment attire aussi l'attention. Aujourd'hui. Laissez-moi voir comment le sismologue l'a enregistré. Regardez, des États-Unis, il enregistre le séisme de Taïwan. Celui-ci est entre Taïwan et le Japon. En fait, cela se fait déjà ressentir au Japon, ce qui est ici est compté comme allant vers le Japon. Mais, cela a aussi été ressenti à Taipei, pas seulement là-bas à Taïwan. Et voici un autre séisme. Ces séismes, parce qu'il y en a plusieurs, se produisent directement à Taïwan, ceux que nous voyons ici, qui sont plus faibles, l'un de 4,8 et l'autre de 4,5, qui auraient aussi été ressentis à Taïwan. Ces trois séismes ont été ressentis à Taïwan. Aujourd'hui, comme nous l'a déjà dit Marcel Alexandre depuis là-bas,
depuis l'île de Taïwan, à qui nous envoyons un chaleureux salut. Eh bien voilà. Cela dit, passons à d'autres sujets concernant ce qui se passe dans ce conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Au revoir. Il y a déjà une réaction de la part de la Russie, une réaction de la part de la Chine et de la Turquie face au conflit qui se déroule en ce moment entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Alors allons dans le détail, parce que, je pense que tous ces jours-ci, il y aura des réactions ou non. Ce n'est pas comme si cela allait rester ainsi, je pense qu'il y aura des réactions constantes. La Russie, la Chine et la Turquie ont appelé ensemble à arrêter immédiatement la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Samedi dernier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a ordonné, ou plutôt a condamné, ce serait le mot, il a condamné les bombardements contre l'Iran ainsi que les attaques menées avec des missiles et des drones iraniens contre les pays voisins. Il a condamné les attaques d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, mais aussi les attaques de l'Iran contre les pays voisins. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a eu des entretiens avec des représentants des États-Unis. Il s'est aussi entretenu avec des représentants du Royaume-Uni, du Qatar, de la Grèce et du Kurdistan. Depuis Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wen Ji, a également réagi. Il a parlé directement avec Gideon Sa'ar, qui est le responsable des affaires étrangères d'Israël. Oui, il a également parlé avec Israël. Juan a averti que la force n'apportera que de nouveaux problèmes et de graves conséquences, l'utilisation de la force, dit-il. Et, aussi, donc, la Chine affirme que l'Iran est un enjeu stratégique et soutient que les négociations entre l'Iran et les États-Unis montraient des avancées avant le début des attaques, jusqu'à ce qu'ils pensent que la voie diplomatique était celle qui devait être suivie. Et donc le Guélabro. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie a parlé avec le médiateur omanais. Oui, il a parlé avec celui d'Oman pour insister sur le fait qu'il faut arrêter, qu'il faut chercher à mettre fin aux hostilités. Cela aussi, ce n'était pas une réaction attendue de la part de ces pays, non, évidemment non. Le conflit risque de fermer des routes clés comme le détroit d'Ormuz, ce qui ferait grimper le prix du pétrole. Et nous savons déjà ce qui arrive, n'est-ce pas ? C'est un appel lancé par la Turquie, par la Russie, par la Chine, ce qui était attendu. Non, la Russie avait déjà fait ses commentaires, la Turquie aussi avait déjà fait quelques démarches. La Chine a réagi très fortement lorsque Khamenei a été éliminé. Au fait, et ici, nous en avions déjà parlé, ce sujet n'est plus là, donc, attention à cette affaire, il y a, aussi d'autres points à commenter à ce sujet, d'autres rapports, mais allons-y, donc allons-y. En rapport. Et c'est très intéressant parce qu'il parle de comment il avait déjà été décidé, depuis un certain temps, l'élimination de Khamenei. Oui, d'après ce qu'il rapporte, l'opération conjointe entre les États-Unis et Israël aboutit à la mort ou à l'élimination de Khamenei. Israël aurait pris la décision stratégique d'éliminer Khamenei après l'attaque du 7 octobre. C'est-à-dire, à ce moment-là, il a donc été décidé que c'était pas ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas ? Dans lequel la décision faisait partie d'un ordre direct du Premier ministre Benjamin Netanyahou d'attaquer tous les responsables directs et indirects de l'offensive qui a fait plus de 1200 morts et 250 personnes enlevées en Israël. Même si la décision politique a été prise en 2023, la planification détaillée de l'opération appelée Lion rugissant, ou comme Lion rugissant, a commencé après la guerre des 12 jours. Ce fut le début d'une opération qui se préparait depuis des années pour être menée à bien. Contre Khamenei, donc, c'est le détail, disons, qui ressort ici, n'est-ce pas ? Donc évidemment intéressant, non, mais je pense que ça l'était vraiment. C'était inévitable, cela finirait par arriver.
L'ordre, non. L'ordre de lancer cette attaque contre Israël le 7 octobre, eh bien, tout le monde pense, beaucoup d'entre nous pensons que cela venait d'Iran, parce que c'était eux qui allaient être les plus touchés. Après un accord qui était déjà imminent, qui devait être signé une semaine après, le 7 octobre entre l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël. Et curieusement, une semaine avant, les membres du Hamas décident de lancer une attaque très violente, n'est-ce pas ? Donc, eh bien, cela a vraiment surpris. Oui, cette partie a surpris. Et il faut se rappeler que depuis l'Iran, le 7 octobre, on a vu des images des dirigeants iraniens célébrant avec des feux d'artifice, clairement déjà programmés. Donc on a toujours soupçonné qu'ils étaient les auteurs intellectuels, n'est-ce pas ? C'est aussi pour cela que tout cela a son histoire, non ? Allons voir d'autres réactions qui sont aussi importantes dans ce conflit, parce que l'ambassadeur des États-Unis, lui aussi, envoie un message concernant ce qui se passe en Égypte. Allons-y, allons-y. Les États-Unis conseillent à leurs citoyens, aux citoyens qui se trouvent dans ce pays, plutôt de partir, mais pas de quitter Israël en passant par l'Égypte. Ils leur disent de quitter Israël, non, c'est-à-dire carrément. Faute de vol ou en raison de fortes restrictions, ils leur conseillent d'aller en Égypte. C'est quelque chose de controversé, parce que, évidemment, aussi dans les pays arabes. Actuellement, il y a des risques pour les Américains, mais c'est ce que demande cet ambassadeur. Regardons ce qu'ils savent. Ce message me marque beaucoup. Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, recommande de partir par l'Égypte, jusqu'à la fermeture totale de l'espace aérien qui a lieu en ce moment en Israël. L'ambassadeur des États-Unis a recommandé aux citoyens américains de quitter le pays dès que possible face à l'escalade militaire avec l'Iran. Cet avertissement intervient quelques heures après que Washington a exhorté tous ses citoyens au Moyen-Orient à évacuer immédiatement la région. Il a expliqué dans une vidéo officielle que la voie de sortie la plus viable est de traverser par l'Égypte, plus précisément vers Taba. Le ministère israélien du tourisme faciliterait des bus depuis Guerlila jusqu'à Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem vers le poste frontière. Dans chaque grande ville, le gouvernement transporte les étrangers, dans ce cas les Américains, en camion, vers l'ambassade, Non, ils iront vers la frontière égyptienne, puis chercheront des avions une fois en Égypte. Comment ça va, Nicole, Felipe, Francisco, très bien Roble. Comment ça va, Panterita, très bien Adri. Israël maintient ses espaces aériens fermés, y compris l'aéroport Ben Gourion, et il n'est pas prévu qu'il rouvre la semaine prochaine. Donc au moins une semaine de plus, cela restera fermé. Le Qatar, la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Koweït, Bahreïn ont également fermé leurs espaces aériens commerciaux. Il y a environ 200 000 citoyens américains qui se trouvent actuellement en Israël. Et on leur dit donc de partir. Évidemment, tout le monde ne veut pas partir, mais ceux qui veulent partir ne pourront plus le faire, par l'Égypte. Huckabee, l'ambassadeur, a réitéré l'importance de s'inscrire au programme STEP du département d'État pour recevoir des mises à jour officielles. L'ambassadeur a souligné le contexte géopolitique dans son message. Après 47 ans d'hostilité iranienne, dit-il, envers les États-Unis, il a affirmé qu'à présent, un « ça suffit » est marqué conjointement avec Israël. C'est le message qu'ils ont transmis là-bas. Cela fait partie des tournants qui ont eu lieu. Dans tout cela, dans toute cette situation, dans tout ce conflit. Abordons d'autres points importants. Il y a un autre avertissement de la part des États-Unis. Tout le personnel essentiel du gouvernement américain reçoit l'ordre de quitter Bahreïn, la Jordanie et l'Irak, où les choses, c'est-à-dire cela pourrait devenir plus compliqué. Le département d'État des États-Unis a ordonné au personnel non essentiel de quitter ces 3 pays, l'Irak, la Jordanie et Bahreïn. Pendant ce temps, l'ambassade du pays nord-américain confirme des attaques de drones et une fermeture temporaire, comme l'a précisé l'agence AFP.
Le gouvernement d'Arabie Saoudite a confirmé, et nous en avons parlé hier, que l'ambassade américaine dans la capitale, Riyad, en Arabie Saoudite, avait subi un incendie après avoir été touché par 2 drones iraniens lors de l'une des vagues qui ont eu lieu hier. Aujourd'hui, la situation et l'attaque sont à nouveau rectifiées et confirmées. Cela aussi, c'est important, pas un autre rapport. Regardez ce qui se passe, ce qui arrive, ce que l'on observe. Du moins, en ce qui concerne le gaz, allons-y. Il y a une alerte mondiale en ce moment parce que le gaz, selon une mise à jour qui vient d'arriver, est en train de grimper de 42%. Cela fait suite à la décision qui est en train d'être prise au Qatar. Regardez, tout simplement. Les prix du gaz naturel en Europe ont grimpé de 42% en quelques heures après l'annonce du Qatar d'arrêter la production de gaz naturel liquéfié. Au lieu de produire plus, ils vont arrêter la production. Le contrat à terme pour avril à la bourse et à l'ICE a atteint une hausse de 42%, 45 € par mégawattheure, reflétant une panique immédiate sur les marchés de l'énergie. Qatar Energy, l'entreprise d'État des Émirats, a confirmé qu'elle suspend la production de gaz liquéfié en raison de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient. Le Qatar est l'un des principaux exportateurs mondiaux de gaz liquéfié, essentiel pour l'approvisionnement européen. Après la rupture énergétique avec la Russie, cette paralysie frappe directement la sécurité énergétique du continent et affecte directement l'économie européenne. Donc attention, il pourrait aussi y avoir des mouvements de ce côté-là. D'ailleurs, l'OTAN a une réaction à ce sujet, pas seulement sur ce conflit, allons voir ce détail. Regardez, l'OTAN n'avait rien dit. Le secrétaire général de l'OTAN lance maintenant un appel. Mark Rutte affirme que les bombardements des États-Unis et d'Israël contre l'Iran bénéficient d'un large soutien parmi les dirigeants européens. La déclaration a été faite lors d'une visite officielle en Macédoine du Nord, où il a affirmé avoir parlé avec plusieurs chefs de gouvernement pendant le week-end dernier. Quand l'attaque aura-t-elle lieu ? Il dit que beaucoup de membres de l'Alliance célèbrent 3 points clés: l'élimination de la capacité nucléaire de l'Iran, la neutralisation des missiles balistiques et la disparition du guide suprême al-islamique. Autrement dit, ce que dit l'OTAN ou ce que dit le secrétaire général de l'OTAN, c'est que les dirigeants européens célèbrent cette partie. C'est ce qu'ils ont jugé correct. Les déclarations, oui, sont importantes, parce qu'au final, l'OTAN a du poids. Au moment de parler de la sécurité mondiale, et tout cela ne participe pas directement à l'opération, mais il y a un soutien, disons, politique, n'est-ce pas ? Rutte précise qu'ils ne participeront pas aux opérations militaires, mais avertit que l'OTAN défendra chaque centimètre de son territoire. Cela envoie un message clair à Téhéran. Tant qu'ils ne touchent pas au territoire de l'OTAN ne s'en prendra pas à eux. En résumé, l'OTAN dit « Ne vous occupez pas de nous, nous ne nous occuperons pas de vous ». Et on est plutôt du côté de... Ils ne disent bon pas l'OTAN, on est plutôt du côté des États-Unis, en tout cas aussi d'Israël, mais non, pas dans le conflit. C'est-à-dire qu'ils n'entreront pas dans le conflit si on ne les attaque pas. Non, ça aussi c'est un message, non. Donc, ça aussi c'est intéressant, évidemment. Passons donc à d'autres sujets, à d'autres questions également intéressantes. On observe les images suivantes, voyons si nous pouvons les afficher ici à l'écran. Permettez-moi, c'est un message de renseignement, et il me semble qu'il y a quelque chose de plus ici. Nous allons le vérifier tout de suite. Oui, il y a plusieurs images, alors allons dans le détail. Ceci est une image qui a été déclassifiée par le CENTCOM des États-Unis. Ils ont publié des images d'attaques récentes contre des drones d'attaque unidirectionnels iraniens, y compris plusieurs Shahed 136 qui se préparaient à être lancés contre des cibles dans tout le Moyen-Orient.
Ou bien s'agit-il de missiles, enfin plutôt de Shahed, des drones kamikazes, les voilà, qui sont en train d'être détruits. Ils n'allaient pas être lancés. Dans tout le Moyen-Orient. Dans plusieurs régions du sud de l'Iran, les Shahed, les drones, ont déjà été neutralisés. Une autre image qui surprend aussi, c'est celle-ci, si on peut la montrer, elle est là. On signale que l'Arctic Metagas, un navire de la flotte de l'ombre russe, sanctionné d'ailleurs, est en feu en mer Méditerranée. Oui, maintenant il faudrait attendre, hein, parce que c'est un sujet pour lequel je n'ai pas vu de confirmation, donc je vais le laisser comme ça, eh bien, c'est le genre de choses pour lesquelles il faut attendre une confirmation. Non, cela attire mon attention, ce serait un sujet majeur. Mais je n'ai pas vu de confirmation, n'est-ce pas ? Laissez-moi voir, à ce stade, y a-t-il déjà une confirmation sur ce sujet ? Oui, c'est bon, c'est déjà confirmé, voyons. Passe-la moi, oui, passe, oui. Voyons voir ce qui se passe. Est-ce que tu peux me l'envoyer encore une fois, parce que je ne la vois pas ici. Ça m'intrigue beaucoup, parce que cela pourrait aussi avoir une autre explication. Je veux dire, pourquoi un navire de la flotte de l'ombre russe attaquait-il là-bas ? Surtout dans cette zone, pas en Méditerranée ? Si c'était une attaque ukrainienne, cela veut dire que l'Ukraine élargit déjà énormément sa capacité d'attaque, non ? Ce serait... Eh bien, surprenant, pas évidemment maintenant, ou un autre acteur quelque part qui aurait voulu maintenant. Normalement, si c'était l'OTAN ou si c'était, ce serait plutôt d'aller chercher le navire et de l'emmener sans créer de problème ni de catastrophe environnementale dans la zone. Alors, voyons de quoi il s'agit, non. Mais allons dans les détails. Voyons, voici le rapport, voyons qui l'apporte. Et tout de suite, nous verrons aussi d'autres images, qui sont importantes, disons, dans le contexte de ce qui se passe. Selon ce que rapporte ce pétrolier, un méthanier serait en train de brûler. Ça circule déjà, voyons voir qui c'est, quel est ce média. Voyons, on va regarder. Voilà, c'est là. C'est bon et ok. D'après ce qu'il rapporte, il est confirmé qu'il s'agirait au moins de ce pétrolier, le tanker, comment il l'appelle. Arctic Tanker, non Arctic Metagas. Arctic Metagas, c'est comme ça qu'ils appellent ce navire. Ils signalent sûrement ce navire russe de gaz naturel liquéfié. Il a été identifié et se trouve en mer Méditerranée selon des sources maritimes et de sécurité. Et en fait, c'est rapporté par une page qui s'occupe précisément des données maritimes dans la zone de la Méditerranée. Ils assurent que le navire se trouvait au large des côtes de Malte. Soudain, le contact est perdu, ils vérifient, et soudain, ils arrivent. Et donc, étant donné que c'est un de ces navires fantômes, il n'a généralement pas beaucoup de contact avec les autorités des pays qu'il traverse. L'incident a eu lieu au large de Malte lors de la perte de contact. Le navire serait sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce qui donc montrerait aussi qu'il s'agissait d'un de ces navires qui se cachent de ces pays. L'une des sources citées évoque la possibilité qu'il s'agisse d'une attaque de drone naval ukrainien. Aucune confirmation que l'attaque se soit déroulée ainsi ou que ce soit connu. Le service de sécurité d'Ukraine n'a ni confirmé ni nié sa participation, il n'a rien dit à ce sujet. L'incident survient dans un contexte possiblement lié au Moyen-Orient, ce qui le rend assez curieux, non ? Et en plus du sujet qui touche ce dont on a le plus besoin en ce moment, c'est-à-dire le gaz. Eh bien, oui, très intéressant. Présent. Regarde, c'est déjà sur Reuters aussi, je vois déjà que plusieurs l'ont. Ok, ça commence déjà à apparaître là, ça va, bon. Alors, eh bien, quel tournant intéressant, non ? Surtout, allons à la carte. Regardez où ce serait. C'est-à-dire, on va directement en face de la côte de Malte, non ? On y va. D'où viendrait-il pour commencer, ou plutôt où irait-il ? Ce serait la question du pétrole. Il irait de Libye, je suppose, non ? Les Russes ont beaucoup de contacts avec les Libyens. Ça ne pourrait pas être... je ne sais pas.
C'est là qu'on aurait vu ce bateau, pas en plein Méditerranée. Où allait-il? À qui allait-il vendre? Ou à qui venait-il d'acheter? C'était curieux, le sujet était intéressant. Passons donc à d'autres affaires. D'autres images qui ont également été montrées, c'est cette image. Voici le détroit d'Ormuz. Regardez comment se fait le passage normal. Oui. Puis soudain, le 28 arrive, les attaques commencent, puis le premier et le mouvement des cargos commencent à diminuer. Laissez-moi vérifier si les cargos sont là. J'ai fait un cercle ici. Oui, vous le voyez, c'est ce que je vous disais, et ici de l'autre côté aussi, regardez, ils sont là. Regardons encore une fois depuis le début comment cela a bougé et comment ça avance. Aux dates. C'est le 28, il y avait encore des mouvements presque normaux. C'est là que commencent les attaques. Oui, c'est là qu'il y a les mouvements. Et soudain là, on arrive au Hansa. C'est le 1 R mars, le 2 mars. Et regardez, il y a des mouvements, mais ils sont très petits, très minimes. Oui. Le mouvement est déjà réduit. Beaucoup de ces navires atteignent la zone du détroit d'Ormuz et éteignent leurs transpondeurs, disparaissant ainsi de la carte. C'est de TRT Aver ou Avel, TRT Avel qui publie cette animation. Ça attire mon attention, évidemment. Cette partie, je l'avais vue, ce sujet ne m'étonne pas. Maintenant, attention avec ce message que donne la force de défense d'Israël. Allons-y, il y a un message maintenant. On va le mettre tout de suite. D'accord, on va le mettre tout de suite. Il y a aussi une image d'un F-35 en action. Oui, c'est un F-35 de la... Mince, oui, c'est un F-35 des États-Unis et un... Pas de l'armée de l'air. Oui, ce sera du Royaume-Uni. Ici, il y a un... Voyons, tout de suite, on va le voir, ça oui, il semble bien que oui. Ministère de la Défense, d'accord. On va voir ça aussi. Eh bien, oui, il se passe des choses intéressantes. Bon, pendant qu'on s'occupe de ça, aidez-nous, s'il vous plaît. Partagez, mettez un like, c'est vraiment apprécié. Yesenia, comment ça va? Benedicto, Panterita, Dieguito, Francisco Ars, allons-y, passons à cette affaire. Et le responsable de l'activité iranienne au Liban qui a personnellement ordonné au Hezbollah d'attaquer Israël pour défendre l'Iran au lieu de défendre l'État libanais. Bon, voyons, qu'est-ce qu'il dit? La force de défense d'Israël, la FDI, il publie un communiqué avertissant tous les représentants du gouvernement iranien de quitter le Liban sous 24 heures sous peine d'attaque. Et selon le porte-parole de la FDI, le colonel Abishai Andrae, il a déclaré « Les FDI avertissent les représentants du régime terroriste iranien qui se trouvent encore au Liban de quitter le pays immédiatement avant d'être attaqués. Les FDI avertissent qu'elles ne toléreront pas la présence de représentants du régime terroriste iranien au Liban. Et ils accorderont aux représentants du régime actuellement présents dans le pays 24 heures pour quitter le pays. Après cela, il n'y aura plus de lieu sûr pour les représentants du régime iranien au Liban, et les FDI les attaqueront où qu'ils se trouvent, dit-il. Donc c'est un avertissement très fort de la part des FDI aux responsables politiques iraniens présents au Liban. Bien, une autre image. Ceci a été envoyé par la Royal Air Force, d'après ce qui est rapporté. Voyons, essayons de le mettre, c'est le ministère de la Défense, et il montre le moment où des drones sont attaqués. D'après ce qui est rapporté, un avion sans pilote a été abattu, une attaque unidirectionnelle iranienne, lors d'opérations défensives récentes au-dessus de la Jordanie. C'est la première interception opérationnelle air-air enregistrée d'un F-37 britannique. Voilà, l'image est impressionnante, le drone est détruit. Un F-35 britannique détruisant un drone iranien au-dessus de la Jordanie. Ceci est publié par le ministère de la Défense du Royaume-Uni. Aussi, l'image est vraiment impressionnante. Sincèrement, c'est très intéressant, évidemment, ce mouvement. Et nous avons une autre image, préparons d'abord ici l'image, mais nous avons une autre image qui attire aussi mon attention. Et
nous allons voir, je pense, l'implication de certains pays, dans ce cas par exemple le Royaume-Uni, ou des pays comme la France elle-même, l'Allemagne, etc. Nous allons nous retrouver de plus en plus impliqués dans le conflit. Non, c'est la logique que je vois ici maintenant. Regardez ça. Le régime d'Iran publie cette image, il montre cette image, c'est-à-dire qu'il annonce que l'Assemblée des experts organise un vote pour élire le successeur, Amin. Le nouveau guide suprême est élu par un vote à distance afin de minimiser les risques d'attaques aériennes et d'interférer dans le processus de vote. Alors nous allons voir que dans les prochaines heures, cela était censé se produire hier. Mais dans les prochaines heures, nous allons découvrir qui sera le nouveau guide suprême. Et évidemment, qu'est-ce qu'on sait de cet individu, n'est-ce pas? Ce sera essentiel pour comprendre la situation. Alors, ça aussi, attention à ce sujet, il dit. Voyons, un instant. C'est une autre image ici, regardez, c'est une image partagée par la Guénude là-bas, à l'ONU, une partie de l'ONU. Et elle montre ses voitures, plein de voitures, regardez, beaucoup de voitures. Les familles disent qu'elles fuient certains endroits du sud du Liban, c'est le moment. Les avions israéliens dans la zone. Beaucoup sont partis seulement avec ce qu'ils pouvaient emporter avec eux. Non, les civils doivent être protégés à tout moment, c'est ce que demande l'ONU, pas normalement. Israël envoie un signal pour indiquer quand il va y avoir une attaque dans une zone et demande alors aux gens de quitter l'endroit. Mais évidemment, lors d'un bombardement, il peut toujours y avoir des victimes ou des dommages collatéraux, n'est-ce pas? Alors, les gens du Liban préfèrent s'éloigner de la zone sud à cause des frappes aériennes. Les attaques ont été constantes là-bas contre Hezbollah, n'est-ce pas? Cela aussi attire l'attention aujourd'hui. Une autre image qui me surprend aussi, c'est une image que j'ai partagée. Le FBI lui-même ne montre pas cela. L'armée de l'air israélienne a annoncé l'attaque contre le complexe secret Minsadai. C'est dans le nord de l'Iran où, selon les rapports, le régime iranien opérait, un endroit pour développer les capacités nécessaires à la création d'armes nucléaires. Dans le complexe, des scientifiques nucléaires travaillaient secrètement à développer un composant clé du système d'armes nucléaires. Et le renseignement militaire suivait l'activité des scientifiques et a localisé leur nouvelle base sur le site, ce qui a permis une attaque de précision contre le complexe, qui d'ailleurs, est secret, n'est-ce pas? Les services de renseignement savaient déjà qu'elle était là, à l'endroit où nous la voyons, et c'est là que l'opération aurait été lancée, n'est-ce pas? Cela aussi, fait partie des choses qui sont révélées aujourd'hui, pas seulement des images qu'ils partagent. Pas la même dans ce cas, ou plutôt il s'agit ici de l'armée de l'air israélienne, qui montre cette image. Non, cela aussi, c'est évidemment important. Et passons à cette image. C'est un point à part, non, mais une image très intéressante. Ceci est rapporté, non, ce n'est pas envoyé, maintenant il envoie un salut chaleureux, et il nous envoie cette image. Ceci est partagé par la Station spatiale internationale. Vous voyez, ce que nous voyons ici, c'est un sprit, l'un de ces phénomènes dans l'espace, un sprit rouge au-dessus du Mexique et des États-Unis. Regardez, quel beau phénomène, quel beau phénomène. Cela peut être visible depuis la Terre, mais c'est très peu visible, c'est très très subtil, il faut vraiment prêter attention au ciel. Et tout à coup, on arrive à voir ces petites lueurs rouges. Oui, comme de petits éclairs rouges, les fameux sprites, qui sont rarement photographiés depuis le sol, depuis l'écran. Parce que le phénomène ne dure qu'un petit moment, et en plus d'être bref, il est très subtil. Ce n'est pas comme les aurores, qui sont un peu plus visibles, même si elles ne sont pas aussi spectaculaires que sur les images, mais disons qu'elles se voient un peu plus. Donc si tu te trouves dans une zone sans pollution lumineuse, alors peut-être que tu pourras voir le phénomène. Autrement dit, quand cela se produit, ce qui est déjà rare. Cette fois-ci, la station spatiale l'a capté et montre cette image. En vérité, ce genre de phénomène est toujours intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un a pu le voir, l'éclipse lunaire. En vérité, je ne me suis pas levé assez tôt pour le voir. Non, pas celui-ci, mais félicitations à ceux qui ont pu l'observer, l'éclipse lunaire. C'est aussi important, parce que nous allons passer à un autre sujet.
Ils annoncent ensuite un incendie au consulat des États-Unis à Dubaï. Il me semble qu'ils l'ont signalé à nouveau il y a une minute. Oui, voyons. On va voir ce qui se passe, parce que on m'a envoyé autre chose ici. Astrid m'a envoyé autre chose, voyons. On va voir. C'est que, pour ce qui concerne Twitter, j'ai déjà vérifié, et oui, il semble bien qu'il y ait quelque chose dans ce qu'on m'a envoyé sur Twitter. C'est aussi intéressant. Mais laissez-moi d'abord voir ce qu'Astrid m'a envoyé ici. Parce que oui, c'est là. Permettez-moi un instant de regarder. Allez, une minute, allons-y. Il y a plusieurs sujets importants dans ce qui est en train d'être donné en ce moment. Tout d'abord, il est rapporté qu'Israël aurait détruit un bâtiment où se réunissait l'Assemblée des experts pour choisir le successeur de l'ayatollah. Faites attention à ce sujet. Selon des sources israéliennes et des agences de presse iraniennes, ils indiquent que le bâtiment a été réduit en décombres. On ne sait pas exactement qui se trouvait là, mais le secteur, le conseil de sélection, est composé de 88 clercs, chiites. On savait que cela allait se faire en ligne, c'est-à-dire en ligne pour, éviter les problèmes, pas pour que. S'ils attaquaient en l'un d'eux, ils ne pouvaient pas tous les détruire. Mais au moins, l'endroit où se tenait le conseil aurait été détruit. Le truc, c'est ça. Regarde, voici l'image de l'état dans lequel le bâtiment est resté. Ce sont les premières images que je commence à voir de l'événement, disons, de l'endroit. Là, ce sera l'endroit. Où allait être choisi le prochain ayatollah. L'opération rapportée par la CFDI, dirigée par la force d'Israël et supervisée par la direction du renseignement militaire, s'est déroulée pendant la nuit et visait des installations stratégiques. Parmi les cibles touchées figuraient le bureau présidentiel et le bâtiment du Conseil suprême de sécurité nationale, et le complexe où se réunissent les plus hautes autorités responsables de la prise de décision en matière de sécurité. L'Institut de formation des officiers militaires et d'autres infrastructures stratégiques du régime ont également été attaqués. Autrement dit, plusieurs attaques ont eu lieu en même temps contre ces installations. Un autre point qui attire l'attention est que le Royaume-Uni annonce l'envoi d'un instructeur de la marine britannique. Ils envoient également des hélicoptères vers leur base à Chypre, selon ce qui est rapporté. Il est dit que le Royaume-Uni renforce sa présence militaire à Chypre après les attaques de drones attribuées à l'Iran. Contre la base d'Akotril qui se trouve dans cette zone, si l'on regarde la carte, Chypre a été attaquée. Une base du Royaume-Uni a été visée. Et c'est pourquoi le Royaume-Uni renforce la zone. Même s'il n'entre pas directement dans le conflit pour l'instant, il commence déjà à détruire par exemple des drones. Non. Où ? Eh bien ici, en Jordanie. Tout à l'heure, nous avons vu l'image partagée par la défense du Royaume-Uni détruisant un drone iranien dans cette zone avec un F-35. Au fait, le Premier ministre, Keir Starmer, a assuré qu'il y a un engagement total envers la sécurité de Chypre et du personnel militaire déployé. Le Royaume-Uni est pleinement engagé envers la sécurité de Chypre et du personnel militaire britannique déployé là-bas. Nous poursuivons, dit-il, nos opérations défensives, dit-il là-bas. Eh bien, donc, c'est aussi un sujet important. Donald Trump affirme que la majorité des personnes que nous avions en tête pour succéder à Ali Khamenei, ou la plupart de ceux qui étaient très certains d'être le prochain guide suprême, ont déjà été éliminés. C'est ce que dit le président des États-Unis. Allons dans le détail, parce que c'est très important, donc allons-y. Aujourd'hui, depuis le bureau ovale, Donald Trump dit que les forces américaines ont réussi à détruire pratiquement tout cela. En ce qui concerne les défenses iraniennes et aussi les successeurs potentiels d'Ali Khamenei. Selon le président, la décision d'ordonner une attaque répondait à la conviction que l'Iran prévoyait d'agresser les États-Unis.
face au rapprochement, ou plutôt à l'impasse des négociations. Ils disent donc qu'ils ont déjà éliminé pratiquement tous les successeurs possibles d'Ali Khamenei. Un autre sujet qui attire également l'attention est ce qui se serait passé. Parce que je ne voulais pas en parler hier, parce que parfois ce sont des choses qui ne sont pas confirmées et j'attendais une confirmation. Mais cela m'a beaucoup frappé qu'il y ait eu un match de football féminin auquel a participé l'équipe féminine d'Iran. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu quelque part. Mince, voyons, parce que j'ai la vidéo ici. Non, mais si je l'ai sous la main, Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils n'ont pas chanté l'hymne, non? C'est-à-dire l'équipe féminine, non. Eh bien, elles ont refusé de chanter. Non, en signe de protestation, on ne dira pas ici ce qu'il nous manque, je ne vais pas le dire ainsi, car dans le football, ils sont toujours très sensibles. Mais je veux au moins dire ceci. Non, elles sont. Et si vous voyez l'image, elle est là sur Twitter, je ne vais pas la repartager pour que ceux qui nous suivent sur Twitter la voient, hein. Elles ne chantent pas l'hymne pendant qu'elles sont là, elles ne chantent pas l'hymne, donc, eh bien, l'équipe nationale a surpris, évidemment, non. Le geste a eu lieu lors d'un match contre la Corée du Sud, au Gold Coast Stadium, dans le Queensland, là-bas en Australie, où elles ont d'ailleurs fini par perdre 3-0. C'est le premier match officiel de l'équipe depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Les joueuses sont restées immobiles, regardant droit devant elles, sans chanter, dans une image qui, évidemment, est devenue virale. Ni l'entraîneuse ni les joueuses n'ont voulu commenter le sujet. Elles ont refusé de s'impliquer ou de trop parler. Savez-vous dans quel problème cela peut les mettre? Disons que c'était subtil, mais le message était clair. Beaucoup de secteurs ont interprété ce silence comme un acte de protestation symbolique ou un signe de tension interne au milieu du conflit. Il se passe quelque chose, mais cela a attiré l'attention. Oui, d'autres joueurs et joueuses ont exprimé leur respect, leur solidarité, en soulignant que c'est courageux de la part de l'équipe iranienne. Et donc, envoyer ce genre de message, eh bien, je trouve cela aussi très intéressant. Un autre sujet également, la garde révolutionnaire iranienne dit déjà que la décision concernant le prochain successeur de Khamenei va être retardée. Oui, c'est ça. Cela confirme d'une certaine manière qu'il y a beaucoup de pression contre le successeur potentiel ou qu'ils vont essayer qu'il n'y ait pas de successeur, n'est-ce pas? L'Assemblée des experts a retardé la décision. Alors que la région entre dans une tension militaire maximale, la succession du guide suprême iranien devient incertaine. Après avoir confirmé qu'il n'y a pas de successeur désigné, il laisse confirmer qu'il n'existe pas de successeur désigné. Ou peut-être qu'il a déjà perdu la vie. L'agence FARC, liée aux gardiens de la Révolution, a indiqué que la session finale de succession de l'Assemblée des experts pourrait être reportée jusqu'après les funérailles et l'enterrement. Les réunions se tiendront désormais à distance. À partir de maintenant, en raison du renforcement des mesures de sécurité et des craintes concernant la sécurité physique des membres de l'organe religieux. L'enterrement aura lieu à Mashhad, la ville natale du dirigeant. L'enterrement aura lieu à Mashhad, la ville natale. L'enterrement aura lieu à Mashhad. Del dinero que tenía oculto Ali Khamenei en Londres, en Mallorca, en España. Este personaje. Ville du dirigeant, l'enterrement aura lieu à Mashhad natal, enterrement à Mashhad. Impresionante. ¿Sí? Impressionnant, dit-il.
Dice, Selon l'héritage, c'est un héritage colossal qui oscillerait entre 100 000 et 200 000 millions de dollars. C'est énorme, l'enterrement était impressionnant. Impressionnant. Ou est-ce que la chute de Saminé va lui causer des problèmes? Générer beaucoup de multiples personnages, avec beaucoup d'argent, pas de pouvoir, je ne sais pas, mais oui, beaucoup d'argent, il y aura sûrement de la pression pour voir ce qu'on fait avec cet argent, sûrement. Non. Ces propriétés ne sont pas seulement des actifs récréatifs, mais aussi des éléments clés dans la diversification des capitaux, qui, au cours des dernières décennies, s'est étendu dans différentes parties du monde, y compris l'Espagne, y compris Londres, parmi d'autres pays occidentaux. Impressionnant, impressionnant. Comment allez-vous, papa de Novak? Un grand salut à toute la communauté qui nous regarde en direct, merci beaucoup de nous accompagner. Eh bien, alors, comment les choses ont-elles évolué? Nous allons voir ce qui se passe avec cette information que je vous donnais. Eh bien, peut-être une autre attaque contre une ambassade. Nous allons voir si cela se confirme plus tard. Je vois qu'il le publie déjà à plusieurs endroits, mais comme c'est la même chose, oui. Regarde ici, c'est là. Et il y a une image d'Insider Wire qui montrerait, il y a 14 minutes de la fumée provenant, selon ce qui est indiqué ici, d'un consulat à Dubaï. Nous allons voir si cela se confirme, mais oui, ce serait énorme. Hier, une ambassade à Dubaï a également été attaquée, maintenant ce serait un consulat. eh, Voyons quelles autres informations il y a, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une attaque iranienne qui touche un pétrolier à Fujairah, c'est-à-dire aux Émirats arabes unis. Cela attire également l'attention sur un autre pétrolier qui pourrait être concerné. Nous allons voir ce qui se dit à ce sujet, mais j'insiste, c'est un sujet auquel il faudra prêter attention, n'est-ce pas? Merci. Passons donc aux commentaires. Comment ça va pour vous? Comment se passe cette semaine? Elle s'annonce mouvementée. Daniel, comment vas-tu? Très bien, Gisèle Heinz. Comment vas-tu? Comment tu as été? Il demande ce que tu as appris. Lincoln explique que le fils d'une amie se trouve sur le porte-avions. Pour l'instant, tout va bien. Les porte-avions n'ont eu aucun souci, rappelons qu'ils sont très éloignés de la zone de conflit. Et en plus d'être très loin, ils sont entourés d'une flotte qui les protège. Donc oui, c'est très compliqué, pas impossible, mais oui, c'est compliqué qu'il y ait une attaque contre ces porte-avions. Donc ça serait comme la toute dernière option que le régime aurait s'il voulait tenter une attaque contre ce type de cible. Eh bien, ce sont des bases, non? D'une certaine manière, les porte-avions sont comme une base militaire, et ils sont normalement très bien protégés. Oscar Flores dit « Maduro, El Mencho, l'Ayatollah, bientôt Poutine », il dit. Oscar Flores, comment vas-tu? Salutations, Oscar Efraïn Roca, comment vas-tu? Très bien. Oui, eh bien, c'est impressionnant. Salutations, dit-il. Merci beaucoup, Gisèle Heinz, merci pour l'information. Nous allons rester attentifs, de toute façon, évidemment, à ce qui va se passer là-bas. Irma est par ici, Daniel, salutations. Raoul, bonjour, comment ça va, papa de Nova? Bonjour, salutations, bonjour. Irma est par ici. Francisco Arce dit « À ce rythme, ils vont annuler la Coupe du Monde, tu sais. » À ce rythme, bulletin d'info, comment vas-tu? Ils annoncent la guerre. Les dommages collatéraux sont inévitables, les lâches se cachent derrière des innocents qu'ils utilisent donc comme boucliers. Très très terrible, ils nous utilisent et mettent Dieu et les militaires au milieu de la population, il dit « Comment est-ce possible ?» Hier, ils installaient des systèmes de défense dans des zones où il n'y a que des civils. Et toi, pourquoi les installes-tu là-bas? C'est-à-dire, quelle est la logique, non, si tu sais que ce sont les premières qu'ils vont attaquer ici au Panama? L'éclipse est apparue très clairement. C'était magnifique. C'est super, Yesenia, que tu aies pu la voir. Salutations. Très bien. Benedicto dit bonjour, salut Dieguito, et merci à toute la communauté. Eh bien, on se revoit tout à l'heure, non?
Bientôt, il y aura une autre mise à jour, que nous soyons ici ou dehors, mais on fera une mise à jour en direct. Alors, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On revient dans un petit moment avec d'autres sujets, une accolade. Portez-vous bien. À plus tard.